Le matin du 12 juillet 1943, le commandement allemand découvrit que 9 de ses canons automoteurs, Ferdinand les plus récents, avaient été réduits à des amas de ferraille. 9 véhicules. Chacun coûtait le prix d'une petite usine. Chacun était considéré comme invulnérable à l'armement soviétique. 9 forteresses d'acier dotées d'un blindage frontal de 200 mm, plus épais que celui de n'importe quel char au monde. Tout s'est passé en une seule nuit. À l'aube, les unités de reconnaissance de la Wehrmacht signalèrent que leurs blindés d'élite avaient repéré une arme anti-char inconnue sur un tronçon étroit de route menant à la colline 252. Mais il ne s'agissait pas de pièces d'artillerie. Aucun cratère de bombe n'était visible. Les chars soviétiques se trouvaient à plusieurs kilomètres du lieu de la destruction. Qu'est-ce qui a alors déchiré le fond de 9 Ferdinand, laissant leurs équipages morts dans des cercueils d'acier rougis au feu? La réponse se trouvait à 60 cm sous le chemin de terre que les Allemands comptaient emprunter pour percer les lignes soviétiques. Là, dans le sol de Koursk, un sapeur soviétique avait enfoui quelque chose dont ses propres supérieurs se moquaient. Quelque chose qu'ils appelaient un engin artisanal de kolkhoz. Quelque chose qu'ils considéraient comme un gaspillage de temps et de ressources. Pavel Grachev utilisait des bidons de lait, de simples boîtes de conserve en aluminium, comme celles qu'on trouvait dans toutes les granges des kolkhozes avant la guerre. Il les remplit de nitrate d'ammonium, le même engrais que les paysans répandaient dans les champs au printemps. Il y ajouta du TNT. Il les enterra sur le passage de la flotte de chars. En une seule nuit, ces mines bizarres ont réussi là où les canons anti-chars IS-3, les obus perforants et des bataillons d'infanterie entiers avaient échoué, stoppé l'avancée des machines les plus redoutables du Troisième Reich. Mais 10 jours auparavant, lorsque Grachev avait présenté son idée au commandant du bataillon de sapeurs, il avait à peine pu retenir son rire. Le caporal Pavel Semyonovitch Grachev avait 27 ans. Il était né dans le village de Berezovka, dans la région d'Orel, un petit hameau de 40 foyers, où un homme sur 3 travaillait à la ferme collective et où un homme sur 2 savait réparer n'importe quel équipement cassé à main nue avec un morceau de fil de fer. Avant la guerre, Grachev travaillait comme conducteur de tracteur. Il ne se contentait pas de conduire un break, il le réparait lorsqu'il tombait en panne au milieu des champs pendant les semailles. Son père, forgeron du village, lui avait appris à comprendre le métal, non pas dans les livres, mais par le son du marteau, la couleur du fer incandescent et la façon dont l'acier se comporte sous la pression. Au début de la guerre, Grachev fut enrôlé dans le génie. Le commandant du bataillon comprit immédiatement qu'il avait affaire à une recrue hors du commun. Grachev apprenait vite. D'un simple coup d'œil, il pouvait désamorcer un piège allemand. Il savait où l'ennemi allait placer des obstacles en étudiant simplement une carte. Il savait fabriquer des engins explosifs avec ce que d'autres auraient considéré comme de la ferraille. En juillet 1943, Grachev servait au sein du 5e bataillon du génie de la 127e division de fusiliers qui tenait la ligne sur le flanc nord du saillant de Koursk. Durant ses 8 mois au front, il participa à 23 opérations de minage, désamorça 68 mines allemandes, construisit 11 ponts sous le feu ennemi et survécut miraculeusement à 3 reprises à des explosions d'obus à quelques mètres de lui. Il possédait une qualité qui irritait ses supérieurs et ravissait ses camarades. Grachev ne suivait jamais le règlement s'il entrevoyait une meilleure solution. Il improvisait, il expérimentait. Il pensait non comme un soldat, mais comme un paysan, habitué à résoudre les problèmes avec les moyens du bord. C'est précisément cette qualité qui allait sauver des centaines de vies à Koursk. Mais auparavant, elle faillit lui coûter la cour martiale. Le 1er juillet 1943, les services de renseignement signalèrent que les Allemands amassaient du nouveau matériel près de Koursk. Quelque chose de lourd, quelque chose d'inédit. Des témoins les appelèrent « éléphants ». D'énormes véhicules chenillés qui ressemblaient à des granges blindées. Une semaine plus tard, les troupes soviétiques découvrirent la vérité.
le Ferdinand était un canon anti-char automoteur lourd. Il pesait 65 tonnes, son blindage frontal avait une épaisseur de 200 mm. Son canon était de calibre 90 mm avec une vitesse initiale de plus de 1000 mètres par seconde. Son équipage était composé de 6 hommes, protégés par un blindage impénétrable pour les canons anti-chars soviétiques. Grachev a pris connaissance pour la première fois des résultats de la rencontre avec le Ferdinand le 5 juillet, le deuxième jour de l'opération Citadelle. Le lieutenant Korotkov mena 3 chars T-34 à l'attaque, tentant d'endiguer la percée allemande près du village de Ponyry. Tankiste expérimenté, il combattait depuis décembre 1941, avait participé au combat à Stalingrad et connaissait parfaitement les faiblesses des Panthers et des Tigres allemands. Il amena ses chars à une distance de 400 mètres, la portée optimale pour le canon de 76 mm du T-34. Il a ouvert le feu le premier, 3 coups. Toutes les cartouches ont atteint leur cible. Le Ferdinand ne ralentit même pas. Le blindage ne se fissura pas. Aucun ricochet. Les obus se réduisirent en poussière à l'impact avec l'acier de 200 mm. Le char allemand fit pivoter sa tourelle. Un seul tir. Le char de Korotkov s'embrasa comme une allumette. L'équipage n'eut pas le temps de s'échapper. Un deuxième tir, et le deuxième T-34 fut réduit en miettes. Le troisième char tenta de battre en retraite, mais des obus de 90 mm l'atteignirent à 800 mètres, perçant de part en part son blindage arrière. Grachev arriva sur place 2 heures plus tard avec un groupe de sapeurs. Leur mission était de miner les voies d'évacuation. Mais avant de commencer les travaux, il inspecta les chars hors d'usage. Le lieutenant Korotkov est mort dans l'incendie de sa voiture. Il avait 31 ans. Il laissait derrière lui une femme et une fille à Voronej. Grachev le savait car Korotkov lui avait montré, 3 semaines auparavant, une photographie de sapeurs posant des champs de mines devant des positions de chars. Le conducteur du second véhicule, le sergent Bykov, gisait près du char. Il parvint à s'échapper par la trappe inférieure, mais un éclat d'obus lui transperça la poitrine. Originaire de Tambov, Bykov avait travaillé comme chauffeur avant la guerre et rêvait de rentrer chez lui et d'acheter son propre camion. Presque tout le 3e équipage périt à l'intérieur du char. Seul le chargeur, le soldat Michin, âgé de 19 ans, survécut. Grachev le vit être évacué sur une civière, brûlé, une jambe cassée et les mains couvertes d'ampoules par le métal brûlant. Au cours des 5 jours suivants, Grachev compta 32 chars soviétiques détruits dans le seul secteur de son bataillon. La plupart l'avaient été par les tirs de Ferdinand et de Tigre. Les chars lourds allemands tiraient sur les blindés soviétiques à des distances où toute riposte était impossible. Les canons anti-chars ZIS-3, de calibre 76 mm, ne parvenaient pas à percer le blindage frontal des Ferdinand. Même les nouveaux canons ZIS-2, de calibre 57 mm, conçus spécifiquement comme canons anti-chars, se révélèrent inefficaces. Les obus perforants ricochaient ou se désintégraient à l'impact. L'armée rouge tenta de résoudre le problème par le nombre. Elle lança 5, 10, voire 15 chars contre un seul Ferdinand. Elle espérait qu'un char parviendrait à percer le flanc ou l'arrière, là où le blindage était plus fin. Mais les Ferdinand n'opéraient pas seuls. Ils étaient protégés par des chars moyens, de l'infanterie et de l'artillerie anti-chars. Les Allemands mirent au point un système qui rendait leurs canons automoteurs lourds pratiquement invulnérables. Grachev en fut témoin. Le 8 juillet, il observa d'en haut une tentative d'attaque soviétique près du village d'Olkovatka. 22 chars T-34 et 9 chars légers T-70 attaquèrent les positions allemandes. 4 chars, Ferdinand les attendait. Le combat a duré 18 minutes. Les véhicules allemands étaient positionnés sur une hauteur, profitant du terrain comme couvert naturel. Ils ouvrirent le feu à 1200 mètres. La première salve détruisit 3 chars soviétiques.
Les T-34 tentèrent de se disperser, d'accélérer et de créer un écran de fumée. Mais les canons de 90 mm tirèrent avec une précision redoutable. 4e tir, 5e, 6e, chaque coup atteignit sa cible. À la fin de la bataille, 14 chars soviétiques brûlaient sur le champ de bataille. 5 parvinrent à se replier, dont 3 gravement endommagés. Pas un seul obus n'atteignit les Ferdinand. Pas un seul. Grachev observait la scène aux jumelles à 2 kilomètres de distance et une rage impuissante l'envahissait. Il voyait des gens brûler, il voyait des trappes s'ouvrir et des équipages de chars en flammes en sortir. Il voyait des mitrailleuses allemandes MG-42 faucher ceux qui tentaient de rejoindre leur position. Le commandant du bataillon, le major Kuznetsov, se tenait à proximité. Il contemplait le champ de bataille en silence. Puis il dit doucement : « Nous avons besoin de l'aviation. Les avions d'attaque Il-2 pourront les atteindre, mais Grachev connaissait la vérité. Il n'y avait pas assez d'avions. La Luftwaffe contrôlait le ciel au-dessus du versant nord du saillant de Koursk. Chaque sortie des avions d'attaque soviétiques coûtait la destruction de 2 ou 3 appareils. Pendant ce temps, les Allemands avaient ramené 90 Ferdinand. Du moins, c'est ce qu'indiquaient les services de renseignement. 90 machines pratiquement invulnérables face à une armée qui n'a aucun moyen de les détruire. Le soir du 9 juillet, Grachev retourna à l'abri, abritant le quartier général du bataillon du génie. Le commandant du génie de la division, le lieutenant-colonel Vassiliev, tenait une réunion. Une carte du secteur défensif était posée sur la table. « Camarades officiers » commença Vassiliev. « En 4 jours de combat, nous avons perdu 46 chars. Les Allemands ont avancé de 7 km. S'ils parviennent à percer sur 3 km supplémentaires, ils atteindront la colline 252. De là, ils pourront contrôler toute la voie ferrée jusqu'à Koursk. » Il posa la main sur la carte. Le commandement de la division a ordonné la pose de champs de mines supplémentaires le long de tous les accès à la colline. La densité est d'au moins 800 mines par kilomètre de front. Les travaux doivent commencer ce soir. Le commandant Kuznetsov leva la tête. « Camarade lieutenant-colonel, il nous reste 320 mines antichars TM41. Si nous les posons toutes, nous ne couvrirons que 400 mètres de front. » « Je sais, » acquiesça Vassiliev. « J'ai demandé des renforts. Ils ont promis de livrer 500 mines supplémentaires d'ici le 12 juillet. Cela se passera dans 3 jours, a déclaré Kuznetsov. Les Allemands pourraient attaquer demain. Ils le peuvent, acquiesça le lieutenant-colonel. Alors utilisez tout ce que vous avez. Des mines allemandes capturées, des charges artisanales, tout ce qui peut arrêter un char. Grachev, assis dans un coin de l'abri, écoutait. Il savait qu'une mine anti-char standard TM41 contenait 5,5 kg de TNT. C'était suffisant pour arracher les chenilles d'un char moyen Panzer IV. Mais les Ferdinand et les Tigres avaient un châssis renforcé. Souvent, une telle mine n'endommageait qu'une roue ou un maillon de chenille, sans immobiliser complètement le véhicule. Les mines Tellermine 42 allemandes capturées étaient légèrement plus puissantes, 5,5 kg de TNT, plus un boîtier en fonte qui produisait des fragments supplémentaires. Mais elles étaient également rares. Les Allemands minaient chaque mètre carré lors de leur retraite, et les sapeurs soviétiques récupéraient toutes ces mines sous le feu ennemi, au péril de leur vie. On fabriquait des charges artisanales à partir d'obus, de grenades et de tout explosif récupéré. Mais c'était un pari risqué. L'obus pouvait ne pas fonctionner, le détonateur pouvait dysfonctionner à cause de l'humidité. Le contact pouvait ne pas se fermer sous le poids d'Ichti du char. Grachev constata les conséquences de ces économies. Le 11 juin, un char allemand traversa un champ de mines artisanales. Il heurta 4 mines. 2 n'explosèrent pas. La 3e arracha seulement un maillon de chenille. La 4e explosa sous le véhicule, mais le char survécut car la charge était trop faible. Le char s'arrêta. L'équipage en sortit,
remplaça les chenilles en 40 minutes et reprit sa route. 2 heures plus tard, le même char bombarda les tranchées soviétiques, tuant 17 hommes. Après la réunion, Grachev sortit de l'abri et alluma une cigarette. C'était une douce nuit de juillet. À l'ouest parvint le grondement de l'artillerie. Les Allemands préparaient une nouvelle attaque. Au loin, une sirène d'alerte aérienne hurla. Non loin de là, le sergent Demidov, 33 ans, sapeur expérimenté qui avait combattu dès les premiers jours de la guerre, était assis sur une caisse d'obus. « Pavel, dit-il, as-tu entendu ce que les services de renseignement ont rapporté ? Les Allemands ont amené 20 autres Ferdinand à Olkovatka. »« J'ai entendu, » acquiesça Grachev. « Alors, demain ou après-demain, ils les déplaceront ici, » dit Demidov en désignant l'ouest d'un signe de tête. Juste le long de cette route. Il montra le chemin de terre qui menait du village de Samoriadovo à la colline 252. 300 mètres à découvert. Aucun obstacle naturel. Un itinéraire idéal pour une attaque de chars. « Nous allons miner la route », a déclaré Grachev. « Avec quoi ?» demanda Demidov. « Nous avons 300 mines sur 8 km de front. Si nous les posons toutes sur cette route, cela fait une mine par mètre. Un Ferdinand pèse 65 tonnes. Il pourrait simplement enfoncer la mine dans le sol sans déclencher l'amorce. Ou il pourrait se faufiler entre les mines. 3 mètres de voie lui offrent une bonne chance. » Grachev savait que Demidov avait raison. Les tactiques minières classiques seraient inefficaces contre des engins aussi lourds. Il fallait une autre approche, une solution infaillible pour stopper ce mastodonte de 65 tonnes. Il termina sa cigarette, l'écrasa sur la semelle de sa botte et se dirigea vers sa tente. Mais il ne se coucha pas. Il s'assit sur sa couchette, sortit un bloc-notes et un crayon et commença à compter. La mine TM41 standard contient 5,5 kg de TNT. Elle explose sous le châssis du char. Or, le châssis du Ferdinand est blindé sur 30 mm. Souvent, les mines n'endommagent que le train d'atterrissage sans perforer le blindage. Pour garantir la perforation du fond, une charge plus puissante est nécessaire. De combien plus ? Grachev se souvint de ses cours de physique à l'école. Il se rappelait son père, lui expliquant pourquoi la force de frappe d'un marteau de forgeron varie selon la façon dont on tient le manche. L'énergie d'une explosion dépend non seulement de la quantité d'explosifs, mais aussi de sa direction. Si l'explosion se produit en surface, la majeure partie de l'énergie est dirigée vers le haut et latéralement. En revanche, si la charge est enfouie profondément, l'énergie est dirigée vers le haut, vers la zone de moindre résistance. Grachev commença à dessiner un schéma. Réservoir, sol, charge enfouie sous terre. Si la charge est enfouie à 60 cm de profondeur et suffisamment puissante, toute l'énergie de l'explosion sera dirigée vers le haut. Le sol servira de canal de guidage. La pression de l'explosion sera concentrée au fond du réservoir. Mais de quelle quantité d'explosifs avez-vous besoin ? Grachev connaissait la formule qu'on lui avait enseignée lors de sa formation de sapeur. Une certaine densité d'énergie était nécessaire pour percer un blindage. Le TNT a une chaleur explosive d'environ 4200 kcal par kilogramme. L'épaisseur du blindage est de 30 mm. Il a compté pendant 1 heure, puis pendant une autre heure. Le total obtenu paraissait incroyable. 25 kg. Si l'on enfouissait une charge de 25 kg de TNT à 60 cm de profondeur, directement sous les chenilles d'un char, la pression de l'explosion serait suffisante pour perforer le châssis de n'importe quel char, même d'un Ferdinand. Mais où trouver autant de TNT ? Le bataillon n'avait pas les moyens de s'en procurer. Même en désamorçant toutes les mines, on n'aurait au maximum que 80 à 90 kg pour 300 mines. De quoi alimenter 3 ou 4 mines puissantes. C'est insuffisant. Grachev posa son carnet. Il s'allongea sur sa couchette, mais ne dormit pas. Il pensait au char, au Ferdinand.
aux 25 kilos d'explosifs qui n'étaient pas là. Puis il se souvint de quelque chose. Une conversation avec son père lorsqu'il avait 14 ans. C'était l'été 1930. Grachev aidait son père à réparer une charrue dans le champ du kolkhoz. Le soc en métal s'était fendu après avoir heurté une pierre, et il fallait le souder d'urgence avant la pluie. Un camion chargé de sacs de nitrate d'ammonium était garé à proximité. L'engrais était transporté vers un champ éloigné. Son père expliqua à Pavel comment allumer correctement une forge directement dans le champ. « Le salpêtre, fiston, c'est dangereux », dit son père en désignant le camion d'un signe de tête. « Ça n'explose pas tout seul. Mais si on le mélange à un produit inflammable, du kérosène, du gazole, et qu'on y met le feu, ça explose comme une grenade. » Avant même la Révolution, un entrepôt rempli de salpêtre a explosé au port d'Odessa. La moitié du quartier a été rasée. Pavel n'y avait pas prêté attention à l'époque. Mais à présent, allongé sur sa couchette dans un abri de sapeurs à 1000 km de son village natal, ces mots lui revenaient en mémoire. Nitrate d'ammonium. Il se redressa brusquement, ses pensées s'emballant à nouveau. Le nitrate d'ammonium est du nitrate d'ammonium. Sa formule chimique est NH4NO3. Il est utilisé comme engrais car il contient de l'azote. Mais c'est aussi un oxydant puissant. Mélangé à une substance inflammable et mise à feu, il explose. Moins puissant que le TNT, certes, mais explosif tout de même. Grachev se souvenait de ses cours de chimie à l'école. Il se rappelait comment le professeur expliquait que le salpêtre pur ne détonne pas sous l'effet du feu ou d'un impact. Il faut une forte impulsion pour l'amorcer. Mais si on ajoute un détonateur, par exemple, un bloc de TNT, le salpêtre détonne. La chaleur explosive du nitrate d'ammonium est d'environ 2000 kcal par kilogramme. C'est la moitié de celle du TNT. Mais doubler la charge produirait le même effet. Au lieu de 25 kg de TNT, vous pouvez utiliser 50 kg d'un mélange de salpêtre et de gazole et 5 kg de TNT comme détonateur. Grachev sauta du lit. Il alluma la lampe à pétrole. Il sortit son carnet et se remit à compter. 50 kg de salpêtre, 5 litres de gazole, 5 kg de TNT comme détonateur. On l'enterre à 60 cm de profondeur. La terre concentrera l'explosion vers le haut. La pression sera... Grachev compta, barra le chiffre, puis recompta. Une demi-heure plus tard, il avait la réponse. Une telle charge créerait une pression suffisante pour pénétrer le dessous de n'importe quel char situé à moins de 2 mètres de l'épicentre. Un Ferdinand, avec ses chenilles de 3 mètres de large, serait assurément touché. Mais où puis-je me procurer du salpêtre ? Grachev sortit de la tente. L'aube n'était pas encore levée, mais le ciel, à l'est, s'éclaircissait déjà. Il se dirigea vers le quartier général de la division, situé à 2 km des positions du génie. L'officier de service, le lieutenant Gorelov, leva la tête lorsque Grachev entra dans l'abri. « Caporal, que s'est-il passé ?»« Camarade lieutenant, j'ai besoin de quelques informations, » dit Grachev. « Y a-t-il des fermes collectives dans la zone de notre division ?» Gorelov le regarda avec surprise. « Des fermes collectives. Quelles fermes collectives ? Nous sommes en première ligne. » « Je sais, camarade lieutenant, mais à l'arrière, à 10 ou 15 kilomètres de là, il devrait y avoir des villages, des entrepôts de fermes collectives. » Gorelov déplia la carte. « Il y a un village appelé Zelenaya Dubrava, à 18 km au nord-est. La ferme collective de l'Étoile Rouge s'y trouvait, mais la population a été évacuée en mai. Reste-t-il des entrepôts ? Je ne sais pas, peut-être. Puis-je obtenir la permission d'y aller ? Gorelov fronça les sourcils. Pourquoi ? Que cherchez-vous ? Engrais, camarade lieutenant. Nitrate d'ammonium. Pourquoi a-t-on besoin d'engrais en pleine guerre ? Grachev hésita un instant, puis décida de dire la vérité. Je veux essayer de fabriquer de puissantes mines antichars.
le salpêtre peut remplacer le TNT. Gorelov le regarda longuement, puis il secoua la tête. « Caporal, nous avons des mines standards. Inutile de réinventer la roue. Les mines standards n'arrêtent pas les Ferdinand, camarade lieutenant. Ensuite, posez davantage de mines. Densifiez les champs de mines. Nous n'avons pas tant de mines que ça, camarade lieutenant, 300 pour 8 km de front. » Gorelov soupira. « Pavel, je comprends. Mais je ne peux pas vous autoriser à aller à l'arrière pour mener une expérience sur les engrais. Je n'en ai pas l'autorité. Alors aidez-moi à obtenir l'autorisation de la commande. Le commandement est actuellement occupé à repousser l'offensive allemande. Ils n'ont pas de temps à perdre avec vos expériences. » Grachev comprit qu'il était inutile d'essayer de le convaincre. Il hocha la tête et quitta l'abri. Mais il n'a pas abandonné l'idée. Il retourna à son bataillon et y trouva le sergent Demidov. « Sergueï, connais-tu quelqu'un au service arrière qui pourrait emprunter un camion pendant quelques heures ?» Demidov plissa les yeux. « Pourquoi avez-vous besoin d'un camion ? » « Je dois aller à un endroit. »« Où ? » ?»« Au village de Zelenaya Dubrava, 18 km au nord-est. Il n'y a personne. La population a été évacuée. Je sais. J'ai besoin d'entrepôts agricoles collectifs. » Demidov resta silencieux un instant, puis dit « Grachev, que manigances-tu » Pavel expliqua. Il me parla du salpêtre, du mélange de gazole et de la puissante charge capable d'arrêter un Ferdinand. Demidov écoutait en fronçant les sourcils. « Ça pourrait marcher, » dit-il finalement. « Mais le commandant Kuznetsov vous tirera dessus s'il découvre que vous êtes passé derrière les lignes sans autorisation pour aller chercher de l'engrais. Il ne le saura pas si nous parvenons à rentrer avant le soir. Et s'il n'y a rien ? Et si les entrepôts sont vides ? Alors revenons en arrière et oublions cette idée. » Demidov soupira. « J'ai un ami dans la compagnie de véhicules, le sergent-major Semyonov. Il me doit une fière chandelle pour l'avoir tiré d'affaire en mai. Je ne pouvais pas lui demander ça. Demander. » 2 heures plus tard, Grachev et Demidov étaient assis dans la cabine d'un camion gaz AA d'1,5 tonnes que le sergent-major Semyonov leur avait prêté pour 4 heures. Officiellement, le camion était censé transporter des vivres au front, mais Semyonov avait falsifié les documents pour qu'ils paraissent toujours stationnés à la base. « 4 heures, dit Semyonov. Pas une minute de plus. Si vous êtes en retard, je signalerai le vol du camion par des déserteurs. Nous y arriverons, a promis Grachev. Ils partirent à 8 heures du matin le 10 juillet. La route traversait une forêt, puis des champs, puis de nouveau une forêt. Ils furent arrêtés 2 fois par des patrouilles qui contrôlèrent leurs papiers. Grachev présenta un ordre falsifié qu'il avait lui-même rédigé. Un ordre d'inspection des entrepôts des fermes collectives afin de déterminer s'ils étaient adaptés à un usage militaire. Le village de Zelenaya Dubrava s'avéra être un petit hameau de 25 foyers. Les maisons étaient vides, portes ouvertes. Pas une âme qui vive, pas un animal dans la rue. Seul le vent soulevait la poussière le long de la route déserte. Les entrepôts de la ferme collective se trouvaient à la périphérie du village, 3 hangars en bois au toit en tôle. Grachev et Demidov ont forcé la serrure du premier hangar. Il y avait des sacs à l'intérieur, des centaines de sacs empilés jusqu'au plafond. Grachev s'approcha du sac le plus proche et en déchira un coin. Des granules blancs s'en échappèrent. « Du nitrate d'ammonium, a-t-il dit. » Demidov siffla. « Combien y a-t-il ici ?» Grachev a rapidement compté les sacs. Environ 350 sacs de 150 kilos, 15 tonnes. Cela suffira pour 300 de vos mines. Assez. Ils commencèrent à charger les sacs dans le camion. Ils travaillaient vite, conscients que le temps pressait. En 1 heure et demie, ils chargèrent 15 sacs, soit 750 kilos. Le camion était plein. Au moment de quitter le village, Demidov a déclaré « Si ça ne marche pas, nous serons tous les 2 rétrogradés. »
Ça marchera, répondit Grachev. Il ne savait pas à quel point il aurait raison. Grachev et Demidov sont rentrés à la base à 12h30. Le sergent-major Semyonov les a accueillis d'un air renfrogné. « Tu as 20 minutes de retard. Je pensais déjà à rédiger un rapport. »« Désolé, Semyonich, » dit Demidov. « La route est impraticable à cause de la pluie. »« Qu'est-ce que vous transportez ?»« Engrais. » Semyonov regarda les sacs avec incrédulité. « Pourquoi avez-vous besoin d'engrais ?»« Pour le jardin, » dit Demidov en riant. « Nous voulons planter des pommes de terre entre les champs de mine. » Semyonov secoua la tête. « Les sapeurs sont une drôle de bande. Partez avant que quelqu'un vous voie. » Ils conduisirent le camion jusqu'à la caserne du génie et déchargèrent les sacs dans un abri abandonné servant de remise à outils. Ils travaillaient en silence, rapidement, jetant des coups d'œil autour d'eux. Si quelqu'un leur avait demandé ce qu'ils faisaient, il aurait été difficile de l'expliquer. Lorsque le dernier sac se trouva dans un coin de l'abri, Grachev expira. La première étape est prête. La deuxième étape consiste à éviter d'être traduit en cour martiale, a fait remarquer Demidov. Pour ce faire, je dois prouver que cela fonctionne. Comment ? Effectuez un test de charge. Testez-le. Demidov le regarda. Où ça ? Sur le champ de mine ? Il y a toujours du monde là-bas. Une explosion s'entendrait à 1 kilomètre. Grachev réfléchit un instant. Puis il se souvint. Il y a un vieux ravin à 3 kilomètres d'ici. Au-delà de l'altitude, 218. Personne n'y va car les pentes sont abruptes. On peut essayer là-bas. Quand ? Ce soir. Demidov acquiesça. D'accord. Mais nous aurons besoin d'aide. Creuser un trou de 60 cm de profondeur et transporter 50 kg de salpêtre prendrait à lui seul environ 3 heures. Qui allons-nous prendre ? Le caporal Chugunov et le soldat Loukine. Ils sont fiables, peu bavards. Le soir du 10 juillet, 4 sapeurs se réunirent à l'abri. Grachev expliqua le plan. Chugunov, un jeune homme trapu de 22 ans originaire de Toula, écoutait attentivement. Loukine, un Sibérien grand et mince de 25 ans, fronça les sourcils. « Pavel, » dit Loukine, « es-tu sûr que cela va marcher ? Le salpêtre est un engrais, ce n'est pas du TNT. » « J'ai fait les calculs, » répondit Grachev. « Chimiquement, c'est exact. Le salpêtre est l'oxydant, le gazole est le combustible, le TNT est le détonateur. Ensemble, ils créent l'explosion. Et sinon ? Alors on va juste perdre du temps. »« Et si l'explosion est trop puissante ? » demanda Chugunov. « Et si elle nous recouvre ? Nous serons à 50 mètres de là, derrière le talus, c'est sûr. » Loukine regarda Demidov. « Sergueï, tu crois ça ?» Demidov haussa les épaules. « Grachev est intelligent. S'il dit avoir fait les calculs, c'est qu'il les a faits. Essayons. Ça ne peut pas être pire. » À 11h du soir, ils chargèrent un sac de salpêtre, un bidon de gazole, 5 kilos de TNT et des pelles à trancher dans une charrette et quittèrent le camp. La lune n'était pas pleine, mais elle éclairait suffisamment le chemin. Ils marchaient lentement, en essayant de ne faire aucun bruit. Un camion transportant des munitions passa. Une patrouille passa également. Le garde au point de contrôle leur demanda où ils allaient. Grachev présenta un faux ordre d'opération de déminage nocturne. Le garde les laissa passer. Ils atteignirent le ravin en 40 minutes. Il était profond, environ 25 mètres du bord au fond. Les pentes étaient envahies de buissons. Un ruisseau murmurait en contrebas. « Nous allons creuser ici », dit Grachev en désignant une zone plate à 10 mètres du bord du ravin. Demidov et Chugunov prirent leurs pelles. Le sol était dur et argileux. Ils creusèrent à tour de rôle. 20 minutes l'un, 20 minutes l'autre. Grachev et Loukine préparèrent la charge. Grachev commença par ouvrir le sac de salpêtre et en vida le contenu dans un grand tonneau en bois
trouvés près d'un ravin, apparemment les vestiges d'une ferme. 50 kg de granules blancs. J'ai ensuite ajouté 5 litres de gazole. J'ai remué le tout avec un bâton. Le salpêtre a absorbé le gazole, se transformant en une masse visqueuse gris-brun. « On dirait de la terre », a remarqué Loukine. « C'est de la terre », gloussa Grachev, « de la terre qui explose. » Il prit 5 kg de TNT, 2 blocs standards, et y inséra un détonateur électrique. Il reliait le détonateur à un fil de 50 mètres de long. 1 heure plus tard, le trou était prêt. 60 cm de profondeur, 80 cm de diamètre. Grachev y descendit. Loukine et Chougounov lui remirent de l'EFU contenant le mélange. Il le descendit prudemment au fond. Il y plaça les blocs de TNT avec le détonateur par-dessus. « Tirez doucement sur le fil », dit-il en sortant de la fosse. « N'y allez pas brusquement. Le détonateur est sensible. » Ils déroulèrent le fil et reculèrent. 50 mètres. Derrière un petit talus de terre qui les protégeait du champ de vision direct de la charge. Grachev a raccordé le fil à la machine de dynamitage PM2, un appareil standard pour le déclenchement des mines. Il a soulevé la poignée. « Préparez-vous », dit-il. « Fermez vos oreilles. Ouvrez la bouche pour que la pression n'endommage pas vos tympans. » Tout le monde a suivi les instructions. Grachev a abaissé la poignée de la machine de sablage. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les espérances. Le sol trembla. Une colonne de flammes et de fumée jaillit à 20 mètres de hauteur. L'onde de choc frappa le talus derrière lequel les sapeurs étaient cachés, les recouvrant de mottes de terre. Le grondement était assourdissant, comme si une bombe aérienne avait explosé, et non une mine. Grachev sentit le sol trembler sous ses pieds. Il vit des arbres se balancer sous l'onde de choc à 30 mètres de l'épicentre. Il entendit des pierres dévaler le flanc du ravin. L'explosion a duré environ 3 secondes, puis elle s'est estompée. La fumée et la poussière se sont dissipées lentement. Demidov fut le premier à se lever. Zut, c'était comme un obus d'obusier. Ils s'approchèrent du lieu de l'explosion. Là où il y avait eu un trou de 60 cm de profondeur, il y avait maintenant un cratère béant de 4 mètres de diamètre et d'1,5 mètre de profondeur. Le sol alentour était criblé de fragments de roches. Des mottes d'argile étaient éparpillées à 50 mètres de là. Grachev s'accroupit au bord du cratère. Il examina le sol. La terre avait été fortement compactée par l'explosion. Au centre du cratère, il aperçut des traces d'argile fondue. La température de l'explosion avait été si élevée qu'elle avait fait fondre une partie du sol. « Ça a marché », dit-il doucement. Chougounov s'est rapproché. « Pavel, si une telle charge explose sous un char, elle le transpercera de part en part. » « Exactement », acquiesça Grachev. La pression de l'explosion était dirigée vers le Haut-Debout. Toute l'énergie s'est concentrée dans une seule direction. S'il y avait eu une plaque d'acier de 30 mm par-dessus, comme au fond du Ferdinand, l'explosion l'aurait déchiré en 1000 morceaux. Loukine examina l'entonnoir de l'autre côté. Mais nous avons fait exploser 50 kg de salpêtre et 5 kg de TNT. Cela fait 55 kg par charge. Nous avons 750 kg de salpêtre, de quoi faire 15 charges de ce type au maximum. 15 charges, répéta Grachev. Si nous les enterrons le long de la route à 20 mètres d'intervalle, cela couvrira 300 mètres. C'est exactement la longueur du chemin de terre qui relie Samoriadovo à la colline 252. Demidov le regarda. « Voulez-vous exploiter toute la route ?»« Oui. »« Et si les Allemands ne prennent pas la route ? Et s'ils contournent par le champ ? » ?»« Il y a un marécage là-bas, » dit Grachev. Les reconnaissances l'ont signalé. Après les pluies, toute la plaine s'est transformée en bourbier. Les chars vont s'embourber. Les Allemands prendront la route car c'est le seul chemin praticable vers les hauteurs. Chougounov
hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher. Si les Allemands déplacent les Ferdinand en colonne le long de la route, ils se heurteront à vos obus. Mais il nous faut d'abord convaincre le commandement, a déclaré Demidov. Le commandant Kuznetsov n'autorisera pas la pose des mines de la ferme collective tant qu'il n'aura pas de preuves. Il a simplement vu les preuves, répondit Grachev en désignant le cratère d'un signe de tête. Il ne l'a pas vu. Il est au quartier général. Je dois le lui montrer. Grachev pensait « Nous procéderons à une nouvelle charge demain matin. Nous inviterons le commandant à l'attester, qu'il constate par lui-même. » Ils rentrèrent au camp à 2 heures du matin. Ils dormirent 4 heures. Le matin du 11 juillet, Grachev trouva le commandant Kuznetsov dans l'abri du quartier général du bataillon. « Camarade-major, je dois vous montrer quelque chose. » Kuznetsov releva la tête de la carte. « Quoi exactement, caporal ?»« Un nouveau type de mine anti-char, très puissante, capable d'immobiliser un Ferdinand. » Le major plissa les yeux. « De quel type de mine s'agit-il? Où l'avez-vous trouvé ?»« Je l'ai mis au point moi-même, camarade-major, à partir de nitrate d'ammonium. »« Nitrate? Engrais ?»« Oui, camarade-major. Mélangé à du gazole et du TNT, cela crée une puissante explosion. » Kuznetsov se pencha en arrière sur sa chaise. « Grachev, nous avons des mines anti-chars standards. Approuvé par le département du génie de l'armée rouge, testé au combat. Pourquoi inventer quelque chose de nouveau? Parce que les mines standards ne peuvent pas arrêter les chars lourds allemands, camarade-major. Les Ferdinand pèsent 65 tonnes. Leurs trains de roulement sont renforcés. Une mine TM41 avec 5 kg de TNT peut arracher une chenille, mais elle ne détruira pas le véhicule. Ma mine utilise 55 kg d'explosifs. Alors, est garantie de pénétrer le train de roulement. 55 kg? Kuznetsov fronça les sourcils. C'est du gaspillage. On ne peut pas gaspiller autant d'explosifs sur une seule mine. Ce n'est pas un explosif pur, camarade-major. La base est du nitrate d'ammonium, de l'engrais. Les entrepôts des fermes collectives en regorgent. C'est gratuit. Il vous suffit de 5 kg de TNT par charge. Kuznetsov le regarda longuement, puis il dit « Montrez-moi le test. »« Quand, camarade-major ?»« Maintenant. » 1 heure plus tard, ils se trouvaient au même ravin. Grachev et ses camarades préparèrent une seconde charge, exactement la même que la nuit précédente. Ils creusèrent un trou, le remplirent d'un mélange de salpêtre et de gazole, puis installèrent un détonateur de TNT. Le commandant Kuznetsov a examiné l'accusation. 50 kg de salpêtre et 5 kg de TNT? Oui, camarade-major. Et vous prétendez que cela va percer le fond du Ferdinand? Oui, camarade-major. J'ai calculé la pression de l'explosion. Si elle est déclenchée à 60 cm de profondeur, toute l'énergie sera dirigée vers le haut. Le sol servira de canal de guidage. La pression sera suffisante pour pénétrer 30 mm de blindage. Théoriquement, a déclaré Kuznetsov. Presque exactement, camarade-major. Nous avons testé une charge similaire hier soir. Elle a créé un cratère d'1,5 mètre de profondeur et de 4 mètres de diamètre. Elle a dispersé des roches sur une bande de 50 mètres de large. Kuznetsov regarda Demidov. « Est-ce vrai, sergent ?»« Oui, monsieur, camarade-major. J'étais témoin. » L'idée principale, puis acquiesça. « D'accord. Faisons tout sauter, on verra bien. » Ils se sont repliés à une distance de sécurité. Grachev a connecté le fil à la machine de dynamitage et a abaissé la poignée. L'explosion était aussi puissante qu'hier. Une colonne de flammes, un rugissement, une onde de choc. Un cratère de 4 mètres sur 1,5 mètre. Le commandant Kuznetsov resta silencieux, contemplant le résultat. Puis il s'approcha du cratère. Il l'examina. Il ramassa un morceau d'argile fondue et le frotta entre ses doigts. « Impressionnant, dit-il finalement.
Mais il y a des problèmes. Lesquels, camarade major? Premièrement, nous avons besoin d'une autorisation officielle pour utiliser des armes non conventionnelles. Je ne peux pas me mettre à poser des mines artisanales sans l'approbation du commandement de la division. Nous pouvons faire notre rapport au commandant des troupes du génie, a suggéré Grachev. Le lieutenant-colonel Vassiliev? C'est un sceptique. Il n'aime pas les expériences. Mais, si on lui montre le test, Kuznetsov pensait « D'accord, essayons. » Deuxièmement, où avez-vous trouvé le salpêtre? Grachev hésita. Puis il décida de dire la vérité. Dans le village de Zelenaya Dubrava, dans l'entrepôt de la ferme collective. Vous y êtes allé sans autorisation? Oui, camarade major. Cela revient à quitter l'unité sans autorisation. Techniquement, c'est une désertion. Je comprends, camarade major. Mais j'avais besoin du salpêtre pour une expérience. Kuznetsov soupira. Grachev, vous jouez avec le feu. Si le lieutenant-colonel Vassiliev désapprouve vos mines, je serai obligé de signaler votre absence non autorisée. Ceci est un tribunal. Je suis prêt, camarade major. J'espère que nous n'aurons pas à le faire, dit Kuznetsov. Allons-y. Nous ferons notre rapport au lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel Vassiliev les reçut à 2h de l'après-midi dans l'abri du quartier général du génie de la division. C'était un homme grand et mince, d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au visage sévère. Ingénieur de formation, il avait construit des ponts avant la guerre et n'appréciait guère les écarts par rapport aux normes techniques. « Camarade lieutenant-colonel », commença le major Kuznetsov, le caporal Grachev a mis au point un nouveau type de mine anti-char. Je demande la permission de la démontrer. Vassiliev regarda Grachev. Un nouveau type? Nous avons déjà des mines standards TM41. Cette mine est plus puissante, camarade lieutenant-colonel, dit Grachev. Elle peut arrêter un Ferdinand. Expliquez. Grachev parla du salpêtre, de son mélange avec du gazole, de l'enfouissement profond et d'une explosion ciblée. Vassiliev écoutait en fronçant les sourcils. « Vous utilisez du nitrate d'ammonium comme explosif ?» demanda-t-il lorsque Grachev eut terminé. « Oui, camarade lieutenant-colonel, mélangé à du carburant et amorcé au TNT. Il ne s'agit pas d'une procédure standard. Mais ça fonctionne, camarade lieutenant-colonel. Nous l'avons testé. Sans ma permission? Oui, camarade lieutenant-colonel, je vous prie de m'excuser. Mais la situation est critique. Les Allemands préparent une offensive. Les Ferdinand perceront nos défenses si nous ne trouvons pas un moyen de les arrêter. Vassiliev tapotait du doigt sur la table. Il réfléchissait. Finalement, il dit « Montre-moi ». 2 heures plus tard, le lieutenant-colonel Vassiliev, le commandant Kuznetsov, Grachev et plusieurs autres officiers se tenaient au bord du ravin. La 3e charge était prête. Vassiliev a tout inspecté personnellement. Il a vérifié les proportions du mélange, il a mesuré la profondeur de la bombe, il a examiné le détonateur. « Êtes-vous sûr de vos calculs ?» demanda-t-il à Grachev. « Oui, camarade lieutenant-colonel. Si cela ne fonctionne pas, je vous ferai traduire en cour martiale pour détournement de biens militaires et abandon de votre unité sans autorisation. » Je comprends, camarade lieutenant-colonel. Et si ça marche? Vassiliev marqua une pause. Si ça marche, on minera toute la route jusqu'à Samoriadovo avec ses charges. Ils l'ont fait sauter. Le résultat fut le même. Un cratère, de l'argile fondue, des roches éparpillées. Vassiliev resta longtemps au bord du cratère. Puis il se tourna vers Grachev. « Combien de ces accusations pouvez-vous formuler ? » « Nous avons 750 kg de salpêtre, camarade lieutenant-colonel. Cela représente 13 charges. De plus, le bataillon dispose d'une réserve de TNT, soit 80 kg supplémentaires. Nous pouvons donc fabriquer 15 charges. « 15, répéta Vassiliev. À intervalle de 20 mètres, cela couvrirait 300 mètres de route. Exactement, camarade lieutenant-colonel. Parfait.
Je vous donne l'autorisation. Commencez les travaux ce soir. Toutes les charges doivent être installées avant l'aube. Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. Vassiliev était déjà en train de partir, mais il s'est arrêté. Grachev. Oui, camarade lieutenant-colonel. Si vos mines n'arrêtent pas les Ferdinand, je vous abattrai personnellement. Si elles y parviennent, je vous proposerai pour une médaille. Compris? Compris, camarade lieutenant-colonel. Le soir du 11 juillet, les travaux commencèrent. Grachev organisa un groupe de 12 sapeurs. Il les divisa en 4 équipes de 3. Chaque équipe devait poser 3 ou 4 charges. La première tâche consistait à creuser des trous, 60 cm de profondeur, 80 cm de diamètre. Sur la route d'argile dure, cela prenait 40 minutes par trou. Ils travaillaient dans l'obscurité, se servant des buissons comme abri pour se protéger des reconnaissances aériennes ennemies. La deuxième étape consiste à préparer le mélange. 50 kg de salpêtre par charge, 5 litres de gazole. Remuer jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Le travail est salissant et pénible, mais pas difficile. La troisième étape consistait à préparer les détonateurs. 5 kg de TNT par charge. Un détonateur électrique relié à un fil. Les fils menaient à un abri situé à 50 mètres de la route, où Grachev installa la machine à détruire. Ils travaillèrent toute la nuit. À l'aube du 12 juillet, 14 charges avaient été posées. Ils n'eurent pas le temps de poser la 15e. Ils n'avaient plus de salpêtre. Grachev longea la route, vérifiant chaque charge. Les trous avaient été soigneusement rebouchés et camouflés. Les fils étaient enterrés à 20 cm de profondeur. Rien n'était visible depuis la route. « Prêt ?» dit Demidov en s'approchant de lui. 14 charges à une distance de 280 mètres. D'accord, acquiesça Grachev. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Croyez-vous que les Allemands viendront? Ils vont venir. Les services de renseignement ont signalé qu'ils amassent du matériel près d'Olkovatka. Des Ferdinand, des Tigres, des chars moyens. Ils préparent une percée. Quand? Aujourd'hui ou demain? Ils attendirent toute la journée. Les Allemands ne vinrent pas. L'artillerie tira. Les avions bombardèrent les positions soviétiques. Mais il n'y eut aucune attaque de chars. Le soir du 12 juillet, un officier de renseignement, le capitaine Orlov, arriva au poste de commandement. « Camarade lieutenant-colonel, les Allemands ont commencé à bouger. Une colonne de véhicules blindés a progressé depuis la région d'Olkovatka. Direction colline 252. Combien de voitures? Demanda Vassiliev. On ne le sait pas avec certitude. Au moins 20 poids lourds. Peut-être plus. Ferdinand? Oui. Et les Tigres? Quand atteindront-ils la route de Samoriadovo? Vers 3 ou 4 heures du matin. Vassiliev regarda Grachev. Caporal, vos mines sont-elles prêtes? Oui, camarade lieutenant-colonel. Ensuite, prenez position au niveau du dispositif explosif. Dès que le premier char pénètre dans le champ de mine, commencez à faire exploser les charges. Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. Grachev, Demidov et 4 autres sapeurs atteignirent la route à 22 heures. Ils prirent position dans un abri, une petite dépression recouverte de buissons à 50 mètres de la route. Ils mirent en place l'engin explosif. Ils vérifièrent le câblage. Tout fonctionna. Puis l'attente commença. La nuit était douce et calme. La lune brillait de mille feux. Grachev, allongé dans son abri, contemplait la route. Elle était déserte. Seul le grondement lointain de l'artillerie rompait le silence. À 2 heures du matin, nous avons entendu un bruit, un grondement sourd et profond de moteur, venant de l'ouest. « Ils arrivent », murmura Demidov. Grachev leva ses jumelles. Des ombres apparurent sur la route, à 1 kilomètre de leur position.
d'énormes silhouettes sombres se déplaçant lentement et lourdement. Ferdinand. Il compta 9 véhicules. Ils avançaient en colonne, l'un derrière l'autre, espacés de 20 à 30 mètres. Derrière eux arrivaient 8 autres chars moyens Panzer IV. La colonne approchait. Grachev entendit le cliquetis des chenilles, le rugissement des moteurs diesel, le grincement de l'acier. Le premier Ferdinand était déjà à 300 mètres, 200 mètres, 100, 50. La première mine se trouvait à 20 mètres de leur abri. Grachev vit l'endroit où elle était enfouie. Il n'y avait aucune trace de sa présence sur la route, seulement de la terre compactée. Le premier Ferdinand pénétra dans le champ de mine. Ses chenilles franchirent la première charge. Rien ne se produisit. Le véhicule poursuivit sa route. Tout de suite, murmura Grachev, dès que la deuxième accusation sera terminée. Il posa la main sur la poignée de la machine à dynamitaire. Il attendit. Le premier Ferdinand avança de 20 mètres supplémentaires, puis il s'arrêta. Grachev abaissa la poignée. L'explosion illumina la nuit plus intensément que l'éclair. Une colonne de flammes jaillit de dessous le Ferdinand, projetant l'engin de 65 tonnes dans les airs. Il s'éleva d'un demi-mètre, bascula sur le côté et s'écrasa sur la route. Le grondement était assourdissant. Le second Ferdinand, 30 mètres derrière le premier, tenta de freiner. Mais il était trop tard. Ses chenilles se retrouvèrent directement au-dessus de la troisième charge. Grachev la fait sauter. Le second véhicule fut projeté en l'air, disloqué par l'explosion venue du dessous. Sa tourelle fut arrachée, projetée sur le côté et atterrit dans un champ. La carcasse resta sur la route, en proie aux flammes. Les troisième, quatrième et cinquième Ferdinand firent demi-tour pour éviter les débris en flammes. Mais la route était étroite, bordée de marécages. Lorsque le troisième Ferdinand tenta de contourner le bord de la route, sa chenille droite écrasa la quatrième charge. Grachev la fait sauter. Le troisième véhicule fut déchiré en deux. La partie avant de la coque, avec le canon, tomba dans le marais. La partie arrière resta sur la route, brûlant comme une torche. La colonne allemande s'arrêta. Les commandants ne comprenaient pas ce qui se passait. Aucune mine n'était en vue. La route semblait dégagée. Pourtant, leurs véhicules explosèrent les uns après les autres. Le quatrième Ferdinand tenta de faire demi-tour. Ses traces suivirent une trajectoire asymétrique. La trace de gauche longeait la route, celle de droite le bord. La trace de droite se termina au-dessus de la cinquième charge. Explosion. La quatrième voiture s'est renversée sur le côté comme un éléphant mort. Les cinquième, sixième et septième Ferdinand firent marche arrière. Ils tentèrent de battre en retraite. Mais le cinquième empruntait les mêmes rails que ceux utilisés pour l'avancement. Ces rails finirent par recouvrir ceux du sixième. Grachev l'a fait sauter. Le cinquième véhicule a disparu dans une boule de feu, ne laissant derrière lui que des débris. Les sixième et septième Ferdinand s'arrêtèrent. Ils ne bougeant d'eau plus. Les commandants semblaient chercher une solution. Battre en retraite était dangereux. La route était manifestement minée. Avancer l'était tout autant. 5 véhicules étaient en feu. Le septième Ferdinand tenta de contourner l'épave à travers le champ. Il quitta la route. Il parcourut 10 mètres. Il s'enlisa dans un marécage. Les chenilles glissèrent, s'enfonçant dans la boue. Le véhicule s'immobilisa, impuissant. Le huitième Ferdinand fit demi-tour et commença à battre en retraite. Il avançait rapidement, nerveusement. Son commandant voulait échapper à ce carnage au plus vite. Mais dans sa précipitation, le véhicule quitta la piste et se déporta légèrement sur la droite, là où la septième mine était enfouie. L'explosion a réduit la huitième voiture en miettes. Le neuvième Ferdinand, le dernier de la colonne, ne prit aucun risque. Il s'arrêta.
Il resta immobile pendant 5 minutes. Puis, lentement, très lentement, il commença à faire demi-tour. Son commandant avait manifestement décidé de battre en retraite, mais avec une extrême prudence, en restant précisément au milieu de la route, rebroussant chemin. Mais même cela ne suffit pas. Lorsque le véhicule fit demi-tour et commença à reculer, sa trace gauche se retrouva légèrement décalée à gauche de sa trace précédente de 2 cm. C'en fut trop. La trace passa au-dessus de la 8e charge. Grachev a fait exploser la dernière mine sous le 9e Ferdinand. L'explosion fut tout aussi violente. Le 9e véhicule rebondit, se retourna et atterrit sur le dos. Ses chenilles étaient dressées comme les pattes d'un scarabée mort. Le 6e Ferdinand, le seul encore sur la route, était immobilisé. Il se dressait au milieu d'un véritable cauchemar. 8 véhicules brûlaient autour de lui. Le 9e gisait sur le toit. Le 7e était embourbé. Le commandant du 6e Ferdinand prit la seule décision sensée. Il ouvrit l'écoutille et sortit. L'équipage, 6 hommes, le suivit. Ils abandonnèrent le véhicule et regagnèrent leur position en courant. Les chars moyens Panzer IV, qui suivaient les Ferdinand, ne tentèrent même pas de s'approcher. Ils firent demi-tour et s'en allèrent. À l'aube, les épaves de 9 Ferdinand jonchèrent la route. L'un avait été abandonné par son équipage. Un autre était embourbé. Grachev se tenait au bord de la route, observant les résultats. Demidov se tenait à proximité. « Pavel, tu as stoppé toute une colonne de chars. »« Nous nous sommes arrêtés, » corrigea Grachev. Tous ensemble. 14 mines, 9 Ferdinand détruits, un véhicule abandonné, un autre embourbé. Demidov secoua la tête. Ils se sont moqués de vos mines de kolkhoz. Mais elles ont réussi là où toute l'artillerie anti-char de la division avait échoué. Grachev resta silencieux. Il pensait aux équipages de chars morts dans ces véhicules. Il pensait à la guerre, synonyme de mort, toujours la mort. Mais son devoir était de protéger les siens, et il y parvint. Le lieutenant-colonel Vassiliev arriva à 8 heures du matin. Il inspecta le champ de bataille et s'approcha de Grachev. « Caporal, rapport. Camarade lieutenant-colonel, les 14 charges ont explosé. 9 véhicules ennemis ont été détruits. L'un a été abandonné par son équipage, un autre est embourbé. Les autres ont battu en retraite. Des pertes de notre côté? Aucun, camarade lieutenant-colonel. » Vassiliev contempla l'épave fumante du Ferdinand. Puis, il se tourna vers Grachev. « Demain, vous commencez à fabriquer de nouvelles charges. Je veux miner tous les accès à la colline 252. Il me faut au moins 50 de ces charges. » « Mais nous n'avons plus de salpêtre, camarade lieutenant-colonel. »« On le trouvera. La région d'Orel regorge de fermes collectives. J'enverrai des camions. Ils apporteront du salpêtre. Et vous formerez d'autres sapeurs pour construire vos mines. Compris ? Compris, camarade lieutenant-colonel. Et une dernière chose, Grachev ? Oui, camarade lieutenant-colonel. Je vous propose, pour l'ordre de l'Étoile Rouge, pour votre initiative et votre courage, pour avoir sauvé les positions de la division. Merci, camarade lieutenant-colonel. Vassiliev lui serra la main et partit. Demidov a ri. Au lieu d'un tribunal, une médaille. Pas mal, Pavel. Grachev sourit avec fatigue. Ça a marché par pur hasard. Ce n'est pas de la chance, a déclaré Demidov. C'est de l'intelligence et du courage. La nouvelle de la destruction des 9 Ferdinand se répandit dans toute la division dès midi, le 12 juillet. Le soir même, l'état-major de l'armée était au courant des mines de la ferme collective de Grachev. Le matin du 13 juillet, le colonel Bereskine, chef des troupes du génie de la 13e armée du front central, arriva sur le lieu de détention du bataillon de sapeurs. Grachev fut convoqué au quartier général de la division. Lorsqu'il entra dans l'abri, le lieutenant-colonel Vassiliev,
Le commandant Kuznetsov et plusieurs autres officiers qu'il ne connaissait pas s'y trouvaient déjà. Le colonel Bereskine était un homme trapu d'une quarantaine d'années, de petite taille, avec des yeux gris perçants. Il écoutait attentivement Grachev qui décrivait la conception de la mine, ses méthodes de fabrication et les résultats de son utilisation. « La base est donc du nitrate d'ammonium », dit le colonel lorsque Grachev eut terminé. « Un engrais courant. »« Oui, monsieur, camarade colonel. »« Combien coûte un kilogramme de salpêtre ?» Grachev pensait, avant la guerre, le prix était d'environ 15 à 20 kopecks par kilogramme. « Et un kilogramme de TNT ?» Je ne sais pas exactement, camarade colonel, mais c'est nettement plus cher. Bereskine acquiesça. Un kilogramme de TNT coûte environ 20 roubles à l'armée, production et logistique comprises. Votre mine utilise 50 kg de salpêtre, soit 10 roubles, et 5 kg de TNT, soit 100 roubles. Cela fait 110 roubles par charge. Une mine TM41 standard, contenant 5 kg et demi de TNT, coûte 110 roubles. Le même prix, mais votre mine est 10 fois plus puissante. Il regarda Vassiliev. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant ? Parce qu'il pensait de façon conventionnelle, camarade colonel, répondit Vassiliev. Mais le caporal Grachev pensait comme un paysan. Il utilisait ce qu'il avait sous la main. Bereskine se tourna de nouveau vers Grachev. Combien de temps faut-il pour effectuer une charge ? Si une équipe de 3 personnes travaille dessus, cela prendra environ 1 heure, camarade colonel. Creuser le trou prendra 40 minutes. Préparer le mélange prendra 10 minutes. Placer le détonateur prendra 10 minutes. À combien de personnes pouvez-vous enseigner cette méthode ? N'importe quel sapeur, camarade colonel. La technique est simple. Aucune formation spéciale n'est requise. Bereskine se leva et se dirigea vers la carte accrochée au mur de l'abri. Nous avons 22 bataillons du génie sur le front central. Si chaque bataillon fabrique au moins 30 charges de ce type, nous aurons 660 mines antichars puissantes. C'est suffisant pour miner tous les secteurs clés de l'offensive allemande. Il se tourna vers Vassiliev. Camarade lieutenant-colonel, organisez les groupes d'entraînement. Le caporal Grachev sera l'instructeur. Il devra former des représentants de tous les bataillons de sapeurs de l'armée en 3 jours. Chaque bataillon recevra des instructions sur la fabrication des charges. Nous ferons venir du salpêtre des fermes collectives. Nous distribuerons du TNT provenant des dépôts de l'armée. « Oui, monsieur, camarade colonel », répondit Vassiliev. Bereskine s'approcha de Grachev et lui tendit la main. « Bravo, caporal, vous avez sauvé de nombreuses vies. Je sers l'Union soviétique, camarade colonel. » Le même jour, le 13 juillet, l'entraînement commença. Grachev fut chargé de former 32 sapeurs issus de différents bataillons. Ils arrivèrent en soirée, épuisés, couverts de poussière, tout droit venus du front. Grachev donna un cours théorique en pleine rue, à l'aide d'un tableau noir et de craies volées dans une école détruite d'un village voisin. Il expliqua la chimie des explosions, les proportions du mélange et les méthodes de pose des détonateurs. Puis il fit une démonstration de fabrication d'une charge. Les sapeurs écoutaient attentivement. Certains posaient des questions. La plupart se contentaient de noter les informations dans leur carnet. « Et si le salpêtre s'humidifie » demanda un sergent du 8e bataillon du génie. « Il faut le faire sécher au soleil ou près du poêle » répondit Grachev. « Le salpêtre humide ne détonne pas bien. »« Et s'il n'y a pas de gazole ? Puis-je utiliser du kérosène ? » ?»« Oui, c'est possible. N'importe quel carburant liquide convient, gazole, kérosène, essence. L'important, c'est le rapport. 1 litre de carburant pour 10 kg de salpêtre. Est-il possible d'utiliser moins de TNT pour faire des économies ? Non recommandé. 5 kg constituent le minimum pour une détonation fiable. Si vous utilisez moins, la charge risque de ne pas fonctionner. À la fin de la journée, les 32 sapeurs connaissaient tous la procédure.
Le 14 juillet, ils préparèrent des charges d'essai sous la supervision de Grachev. Toutes les charges explosèrent correctement. Le 15 juillet, les sapeurs regagnèrent leur bataillon et commencèrent à former d'autres hommes. Le processus s'enclencha comme une réaction en chaîne. Un sapeur en forma 10, puis 10 en formèrent une centaine. Le 18 juillet, 3 tonnes de nitrate d'ammonium, collectées dans 23 fermes collectives des régions d'Orel et de Koursk, étaient entreposées dans les dépôts de l'armée. Des camions sillonnaient quotidiennement les villages désertés, ramassant des sacs d'engrais. Dans le même temps, le commandement a alloué 2 tonnes de TNT supplémentaires provenant des réserves de l'armée. Cela suffisait pour 400 charges. Le 19 juillet, des opérations de minage massif commencèrent. Toutes les routes principales permettant la progression des chars allemands furent bombardées avec de puissantes charges Grachev. La route menant à la colline 252 reçut 30 charges supplémentaires. La route de Ponyri en reçut 40. Les abords d'Olkovatka furent bombardés avec 35 charges. Le 20 juillet, les Allemands tentèrent une nouvelle percée dans la région de Ponyri. 12 chars Tiger et 6 chars Ferdinand progressèrent sur un chemin de terre menant à la gare. Ils se sont engagés dans un véritable champ de mines d'accusation de Grachev. En 20 minutes, 8 chars Tigre et 4 Ferdinand furent détruits. Les véhicules restants battirent en retraite. La percée échoua. Le 21 juillet, les Allemands attaquèrent près du village de Samodurovka. 15 chars moyens, Panzer IV, et 8 chars lourds, Panzer VI. Tiger progressèrent sur un chemin de terre. Le résultat fut le même. 11 chars furent détruits par les mines de Grachev. 12 battirent en retraite. Le 22 juillet, le commandement allemand changea de tactique. Il cessa d'utiliser les routes. Les chars progressèrent sur des terrains vierges, même au risque de s'enliser. Les commandants de la Panzerwaffe prirent conscience du danger mortel que représentaient les routes. Mais cela ralentit leur progression. Les chars évoluant hors piste se déplaçaient plus lentement, tombaient en panne plus fréquemment et s'enlisaient plus souvent. Le rythme de l'avancée allemande sur le flanc nord du saillant de Koursk chuta de 8 à 10 km par jour à 3 ou 4. Cela a donné aux troupes soviétiques le temps de se regrouper, de mobiliser des réserves et de renforcer leur défense. Le 23 juillet, l'opération Citadelle échoua officiellement. Les Allemands ne parvinrent pas à percer les défenses soviétiques, ni au nord ni au sud du saillant de Koursk. La Wehrmacht entama sa retraite. Grachev apprit la nouvelle ce soir-là grâce à un rapport du Sovinform Bureau diffusé à la radio. Il était assis près du feu avec Demidov, Tchougounov et Lukin. Ils restèrent silencieux, écoutant la voix métallique du présentateur. « Nous avons donc gagné », a déclaré Demidov à la fin du résumé. « Nous avons gagné la bataille », corrigea Grachev. « Pas la guerre. Mais c'est une bataille importante. Les Allemands voulaient encercler nos troupes, percer le front et atteindre Koursk. Ils n'y sont pas parvenus. » Grachev acquiesça. Il comprenait l'importance de cette victoire. La bataille de Koursk avait été un tournant. Dès lors, les Allemands ne pouvaient plus lancer d'offensive majeure sur le front de l'Est. L'initiative était passée à l'armée rouge, et ces mines y ont contribué. Un rôle modeste, certes, mais important. Elles n'ont pas permis de gagner la guerre, mais elles ont contribué à remporter la bataille. Et les batailles mènent aux guerres. Le 25 juillet, non seulement le colonel Bereskin, mais aussi le général de division Sokolov, commandant des troupes du génie du front central, vint revoir Grachev. C'était un homme petit et trapu, décoré de médailles et portant une cicatrice sur la joue gauche. « Caporal Grachev », commença le général sans préambule, « vos mines ont détruit 37 chars allemands la semaine dernière. C'est plus que toute l'artillerie anti-chars de notre division n'en a détruit pendant la même période. Je sers l'Union soviétique, camarade général de division. Le commandement du front a décidé de standardiser votre conception.
Une commande sera passée pour la production en série de mines antichars renforcées à base de nitrate d'ammonium. Désignation provisoire, UM43. Mine renforcée, modèle 1943. Grachev resta silencieux, ne sachant que dire. De plus, poursuivit le général, vous avez été proposé pour l'ordre de l'Étoile rouge et une promotion anticipée au grade de sergent-chef. La décoration vous sera remise demain lors du défilé de la division. Merci, camarade général de division. Sokolov tendit la main. Vous avez accompli ce que des bureaux d'études entiers n'ont pas réussi à faire. Vous avez trouvé une solution simple, économique et efficace. Ce sont des gens comme vous qui gagnent les guerres. Pas des généraux avec des cartes, mais de simples soldats qui réfléchissent avec leur tête. Le 26 juillet, lors d'un défilé divisionnaire, le commandant, le lieutenant-général Petrov, a remis personnellement à Grachev l'ordre de l'Étoile rouge. Il a lu le décret lui conférant le grade de sous-officier et lui a serré la main. Tout le bataillon applaudit. Demidov cria plus fort que quiconque. Chougounov siffla. Loukine affichait un large sourire. Après la formation, le commandant Kuznetsov s'est approché de Grachev. « Pavel, te souviens-tu que j'avais voulu te poursuivre en justice pour un voyage non autorisé à Zelenaya Dubrava ? Je me souviens, camarade-major. Heureusement qu'il ne l'a pas envoyé, sinon nous aurions perdu le sapeur le plus précieux de l'armée. » Grachev sourit. « Vous m'avez donné l'occasion de prouver mon point de vue, camarade-major. Merci pour cela. » Début août 1943, la direction du génie de l'armée rouge approuva officiellement un nouveau type de mine antichar. L'ordre Necroix 527, daté du 5 août, ordonnait à tous les fronts d'organiser la production de charges antichars améliorées à base de nitrate d'ammonium destinées à la lutte contre les véhicules blindés lourds ennemis. L'ordre contenait des instructions détaillées, les proportions du mélange, la profondeur d'enfouissement et les méthodes de détonation. Le responsable était identifié comme étant le sergent-chef PS Grachev, 5e bataillon du génie, 127e division de fusiliers. Le lieutenant-colonel Vassiliev a montré à Grachev une copie de l'ordre. Tu vois, ton nom figure désormais dans les documents officiels de l'armée rouge. Tu entreras dans l'histoire. Je n'ai pas besoin d'histoire, camarade lieutenant-colonel, répondit Grachev. J'ai besoin de victoire. Vous aurez les deux, gloussa Vassiliev. En septembre 1943, les mines Grachev étaient utilisées sur tous les fronts, de Leningrad au Caucase. Les unités du génie acheminaient du salpêtre depuis les fermes collectives, le mélangeaient à du gazole et disposaient des charges explosives le long des itinéraires des chars allemands. Les statistiques du génie militaire affichaient des résultats impressionnants. Entre août et septembre, les mines de Grachev détruisirent 123 chars allemands. Parmi ceux-ci, 31 étaient des chars Tiger, 18 des chars Ferdinand et 74 des chars moyens Panzer IV et Panzer III. Le coût de production d'une mine Grachev était de 110 roubles. Le coût de production d'un char Tiger était d'environ 1 million de Reichsmarks, ce qui, au taux de change de l'époque, équivalait à environ 400 000 roubles. Le ratio était de 1 pour 3 500. Une seule mine d'engrais bon marché pouvait détruire un char d'assaut valant autant qu'une petite usine. En octobre, le département d'ingénierie a invité Grachev à Moscou pour participer à une conférence sur la défense anti-char. Il s'est adressé aux généraux et aux colonels, leur expliquant sa méthode et répondant à leurs questions. Un général a demandé « Camarade sergent-chef, avez-vous reçu une formation spécialisée en génie, en chimie ?» « Non, camarade général. Seulement 7 années d'école rurale. » « Comment avez-vous réussi à concevoir une combinaison chimique aussi complexe ?» Grachev pensait « Je me suis souvenu de ce que mon père me racontait quand j'étais enfant. À propos du salpêtre, à propos de sa capacité à exploser. Le reste n'était qu'une question d'arithmétique. J'ai calculé la masse, l'énergie, la pression. Rien de compliqué. Rien de compliqué,
répéta le général avec un sourire. Des instituts entiers seraient incapables de créer une mine efficace contre les tigres et les Ferdinand. Mais vous y êtes parvenu du jour au lendemain, avec de l'engrais de ferme collective. Peut-être les instituts raisonnaient-ils de manière trop complexe, camarade général. Mais moi, je raisonnais simplement. Après la conférence, un colonel ingénieur de la direction principale du génie militaire s'est approché de Grachev. « Camarade sergent-chef, j'ai une proposition. Nous pouvons vous muter à Moscou, dans un bureau d'études. Vous développerez de nouveaux types d'armes, bonnes conditions de travail, sécurité, un lit chaud. » Grachev secoua la tête. « Merci, camarade colonel, mais ma place est au front, avec mes camarades. Êtes-vous sûr? Ici, vous pouvez faire davantage pour gagner, développer de nouvelles armes. Je suis sapeur, camarade colonel. Mon travail consiste à poser des mines, à construire des ponts et à dégager les routes. Je sais faire ça. Et au bureau d'études, je serai comme un poisson hors de l'eau. » Le colonel haussa les épaules, comme vous le souhaitez. Mais la porte reste toujours ouverte si vous changez d'avis. Grachev retourna au front fin octobre. Son bataillon avait déjà atteint le Dniepr et participé à la libération de l'Ukraine. La guerre se poursuivit. Les mines de Grachev restèrent en activité. En novembre 1943, les Allemands commencèrent à utiliser des contre-mesures. Ils employèrent des détecteurs de mines, inspectèrent les routes avec des sapeurs kamikazes et, parfois, bombardèrent simplement les zones suspectes à l'artillerie, espérant faire exploser les mines à distance. Mais une défense totale était impossible. Les charges de Grachev étaient enfouies profondément, contenaient peu de métal et étaient difficiles à repérer pour les détecteurs de mines. Quant aux tirs d'artillerie, ils étaient coûteux et inefficaces. Fin 1943, selon les statistiques officielles du génie militaire, les mines de Grachev avaient détruit 218 chars et canons automoteurs allemands. Cela représentait environ 3% de tous les blindés allemands perdus sur le front de l'Est durant cette période. 3%, ça ne paraît pas beaucoup. Mais en chiffres absolus, 218 chars signifiaient environ 2000 équipages de chars allemands tués ou blessés. 2000 soldats expérimentés que les Allemands ne pouvaient plus remplacer. Et tout cela grâce à une idée simple. Mélanger de l'engrais avec du gazole et l'enfouir profondément sous la route. En décembre, Grachev fut promu sergent et nommé commandant d'une section de sapeurs. Il commandait désormais 12 hommes. Il posait des mines, construisait des ponts et déminait les villages libérés. La guerre se poursuivit. Le front se déplaça vers l'ouest. Grachev participa à la traversée du Dniepr, à la libération de Kiev et à la levée du siège de Leningrad. Son unité opérait sous le feu ennemi dans la boue et le froid. 3 de ses sapeurs furent tués. 5 furent blessés. Mais le travail continua. Au printemps 1904, la production de mines de salpêtre s'était généralisée. Elles étaient fabriquées non seulement par les bataillons du génie, mais aussi par des usines spécialisées à l'arrière. Le salpêtre était acheminé des territoires libérés, mélangé à du gazole sur les chaînes de production, puis conditionné dans des conteneurs standardisés. La modification UM44 fit son apparition, une version améliorée de la mine Grachev, dotée d'un système de mise à feu plus perfectionné et d'un boîtier étanche pour la protéger de l'humidité. Le principe restait cependant le même, salpêtre, gazole, détonateur de TNT et enfouissement profond. Grachev reçut une description du UM44 en avril 1944 et sourit en la lisant. Ils ont amélioré la mienne. Ils ont ajouté un joint en caoutchouc et une jante en acier. Elle coûte maintenant 2 fois plus cher, mais n'est que légèrement plus efficace. Le progrès, remarqua Demidov, désormais officier supérieur et adjoint de Grachev, avec philosophie. D'abord, ils inventent quelque chose de simple. Ensuite, ils le compliquent pour justifier les salaires des ingénieurs. En mai 1944,
Grachev fut blessé pour la première fois. Un éclat d'obus allemand l'atteignit à l'épaule gauche alors qu'il construisait un pont de bateau sur le Prut. Il fut évacué vers l'hôpital. Il y a passé 6 semaines. Les médecins ont déclaré que l'éclat d'obus était passé à 2 cm de l'artère, un peu plus à droite, et il se serait vidé de son sang en quelques minutes. « Vous êtes un homme chanceux, sergent, » dit l'infirmière en bandant la plaie. « Que Dieu vous bénisse. »« Ce n'est pas Dieu, » répondit Grachev. « Juste de la chance. Appelez-les comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils soient vivants. » En juillet, il rejoignit son bataillon. À ce moment-là, le front avait déjà traversé la Biélorussie et pénétré en Pologne. La guerre approchait des frontières de l'Allemagne. À l'automne 1944, Grachev fut promu sergent-chef et décoré de l'ordre de la guerre patriotique de 2e classe pour sa participation à la traversée de la Vistule. Son unité construisit 3 ponts sous un feu d'artillerie incessant. 2 sapeurs furent tués et 4 blessés. Mais les ponts tinrent bon et l'infanterie put traverser. À la fin de l'année, les mines de Grachev n'étaient plus une nouveauté. Elles étaient devenues des armes courantes. Chaque bataillon du génie disposait de stocks de salpêtre et de consignes pour la fabrication de charges améliorées. Les Allemands avaient appris à les craindre, mais pas à s'en défendre efficacement. Les statistiques continuèrent de progresser. Durant toute l'année 1944, les mines de salpêtre détruisirent 392 chars allemands. Un chiffre impressionnant, sachant qu'à la fin de l'année, le nombre de chars de la Wehrmacht était en net recul. En janvier 1945, l'offensive finale débuta. L'armée rouge avança sur Berlin. Grachev participa à l'offensive Vistule-Oder, au franchissement de l'Oder et à l'assaut des fortifications des hauteurs de Silo. Le 4 avril 1945, il fut blessé une seconde fois. Une rafale de mitrailleuses lui transperça la jambe droite alors qu'il déminait près d'un bunker allemand. Ses camarades le sortirent de là sous le feu ennemi, le soignèrent et l'envoyèrent au bataillon médical. Cette fois, il n'eut pas cette chance. Une balle lui fractura le péroné. Les médecins dirent ce qu'il remarcherait, mais en boitant. La guerre était finie pour lui. Le 9 mai 1945, le sergent-chef Pavel Grachev se trouvait dans un hôpital à 50 km de Berlin. Il entendit à la radio la voix de Lévitan annoncer la capitulation de l'Allemagne. Il entendit des cris de « Hurrah !» dans les couloirs de l'hôpital, des coups de feu tirés en l'air à l'extérieur, des chants et des rires. La guerre est finie. Allongé sur sa couchette, il fixait le plafond, songeant à ceux qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce jour. Au lieutenant Korotkov, brûlé vif dans un char. Au sergent Bykov, la poitrine transpercée. Aux 12 sapeurs de son escouade, morts pendant les 2 années de guerre. Aux millions de personnes dont personne ne connaîtra jamais les noms. Victoire, Pavel Semyonovitch, dit le lieutenant Morozov, qui avait perdu ses 2 jambes dans l'explosion d'une mine et était allongé sur la couchette voisine. « Nous avons gagné. »« Oui, » répondit Grachev. « Nous avons gagné. » Mais la joie était mêlée de douleur. Cette victoire avait été acquise à un prix trop élevé. Après la guerre, Pavel Semyonovitch Grachev retourna dans son village natal de Berezovka, dans la région d'Orel. Il avait 30 ans, dont 4 passés au front. Il revint boitant, décoré de 2 ordres et de médailles dans son sac de voyage. Le village l'accueillit en silence. Sur les 40 hommes partis à la guerre, seuls 14 revinrent. Le père de Grachev mourut en 1942 près de Voronej. Sa mère mourut de faim durant l'hiver 1943. La maison demeura vide. Pendant la première semaine, Grachev erra simplement dans le village, s'habituant à la vie paisible. Le silence était assourdissant après 4 années d'explosion. L'absence de danger lui paraissait anormale. Il se réveillait la nuit, tendant l'oreille dans l'obscurité, s'attendant à entendre le hurlement des Messerschmitt allemands
ou le grondement de l'artillerie. Mais petit à petit, je m'y suis habitué. En juillet 1945, le président de la ferme collective de l'Étoile Rouge lui proposa un emploi. « Pavel Semyonovitch, tu es conducteur de tracteur. Retourne à ton ancien poste. Les tracteurs ont besoin d'être réparés, les champs doivent être labourés. La guerre est finie, mais il reste une bataille à mener, celle de la moisson. » Grachev était d'accord. J'ai travaillé comme mécanicien dans un garage spécialisé dans les tracteurs. Je réparais de vieux breaks, rafistolais des moteurs, soudais des châssis cassés. C'était un travail familier et apaisant. Mes mains se souvenaient de chaque geste. En 1946, il épousa Maria Ivanovna Sokolova, fille d'un instituteur du village. Elle avait 23 ans et enseignait la littérature à l'école. Ils s'étaient rencontrés lors des célébrations de la victoire et s'étaient mariés 3 mois plus tard. « Pourquoi moi ?» demanda Maria le premier soir après le mariage. « Il y a plein d'hommes au village, plus jeunes, sans blessure. »« Parce que tu es intelligent » répondit Grachev. « Je m'ennuierai avec tous les autres. » En 1947, ma fille Anna est née. En 1949, mon fils Nikolai. Famille, foyer, vie paisible. Grachev ne parlait jamais de la guerre. Il ne se vantait pas de ses médailles. Il ne mentionnait pas les mines qu'il avait inventées. Quand ses voisins lui posaient des questions, il faisait un geste de la main. J'ai combattu comme tout le monde. Rien d'extraordinaire. Mais parfois, la nuit, il se réveillait en sueur, entendait des explosions, voyait des Ferdinand en flammes et les visages de ses camarades tombés au combat. Maria le serrait dans ses bras, lui murmurait des mots apaisants et le cauchemar s'estompait. En 1952, un colonel moscovite arriva au village. Il se présenta comme un représentant du département d'histoire militaire du ministère de la Défense. Il recherchait Grachev. Nous nous sommes rencontrés chez Pavel Semyonovitch. Le colonel a sorti un dossier contenant des documents. « Camarade Grachev, nous sommes en train de rédiger une histoire des troupes du génie pendant la Grande Guerre patriotique. Votre invention y joue un rôle essentiel. Nous aimerions recueillir votre témoignage. » « Quelle invention ?» demanda Grachev, surpris. « Une mine anti-char renforcée à base de nitrate d'ammonium. Celle-là même que vous avez mise au point en 1943 lors de la bataille des saillants de Koursk. »« Ce n'est pas une invention, » a déclaré Grachev. « C'est tout simplement du bon sens. Mélanger de l'engrais avec du gazole ne requiert aucune intelligence particulière. »« Mais personne n'y avait pensé avant vous, » rétorqua le colonel. « Et vos mines ont détruit plus de 800 chars allemands en 2 ans de guerre. Ce sont les statistiques officielles des troupes du génie. » Grachev garda le silence. 800 chars. Cela représentait environ 5 à 6 000 équipages de chars allemands tués. Il n'y avait jamais pensé à une telle échelle. « Expliquez-nous comment vous est venue cette idée ?» demanda le colonel. Grachev prit la parole. Il parla de la bataille de Koursk, des Ferdinand, d'une conversation avec son père lorsqu'il était enfant, d'une expédition nocturne pour aller chercher du salpêtre, du premier essai et de 9 machines détruites en une seule nuit. Le colonel a pris des notes. Il a posé des questions pour obtenir des éclaircissements. Puis il a dit « Votre histoire figurera dans les manuels d'ingénierie militaire. Elle sera étudiée dans les académies militaires. Vous avez réussi là où les ingénieurs professionnels ont échoué. Trouver une solution simple à un problème complexe. Je ne faisais que mon travail, » a répondu Grachev. Après cette visite, plusieurs années de vie paisible s'écoulèrent. Grachev travaillait, élevait ses enfants et réparait des tracteurs. Parfois, le soir, il parlait à son fils Nikolai des machines, du fonctionnement des moteurs, du comportement de l'acier sous charge et de la manière de souder correctement. Nikolai écoutait attentivement et posait des questions. Il tenait clairement de son père. Un esprit technique, un goût pour les mécanismes et une capacité à trouver des solutions simples.
En 1958, des représentants de Moscou revinrent au village. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un colonel, mais d'une commission entière. Ils souhaitaient remettre à Grachev la médaille pour la valeur au travail, pour son travail à la ferme collective. Mais le plus important était ailleurs. Le président de la commission, un général de division aux cheveux grisonnants, a déclaré « Camarade Grachev, le commandement des troupes du génie a décidé d'officialiser votre invention. Les mines de nitrate d'ammonium améliorées seront intégrées au règlement des troupes du génie en tant qu'armes anti-chars standards. Elles seront désignées dans les documents sous le nom de charge Grachev. » Pavel Semyonovitch ne savait pas quoi dire. Il était gêné. Puis il a dit « Ce n'est pas mon invention. C'est simplement l'application de propriétés chimiques connues. Mais personne ne les a utilisées avec autant d'efficacité avant vous, rétorqua le général. Et votre nom mérite d'être immortalisé. » Dans les années 1960, l'histoire des mines de Grachev fit son entrée dans les manuels des académies militaires. Non pas comme un exemple d'invention géniale, mais comme un exemple d'ingéniosité militaire, de capacité à utiliser des moyens improvisés et de pensée non conventionnelle. On a dit aux cadets « Prenez exemple sur le sergent Grachev. Il n'avait pas fait d'études supérieures, mais il était débrouillard. Il utilisait ce qu'il avait sous la main et trouvait une solution simple, économique et efficace. C'est ce genre de raisonnement qui permet de gagner des guerres. » En 1963, pour le 20e anniversaire de la bataille de Koursk, Grachev fut invité à Koursk pour une cérémonie commémorative. Il hésitait à s'y rendre, mais Maria insista « Pavel, c'est important. Les gens doivent se souvenir de ce que tu as fait. » À mon arrivée, j'ai rencontré d'autres vétérans de la bataille des Ardennes, des équipages de chars, des artilleurs, des fantassins. Âgés, les cheveux grisonnants, beaucoup handicapés, mais leurs yeux brillaient d'une lueur intense, celle du souvenir de la plus grande bataille de leur vie. Le maréchal Rokossovski, qui commandait le front central en 1943, prit la parole lors de la cérémonie. Il évoqua l'importance de la victoire, l'héroïsme des soldats soviétiques et comment la bataille de Koursk avait brisé l'échine de la Wehrmacht. Puis, Grachev fut appelé au micro. Il apparut, s'appuyant sur une canne. Sa jambe n'avait jamais complètement guéri de sa blessure. Il se tenait devant une salle, remplie d'anciens combattants et de jeunes, sans savoir quoi dire. Finalement, il a dit « Je ne suis pas un héros. Je faisais simplement mon travail. Je posais des mines. Des milliers d'autres sapeurs ont fait de même. Beaucoup ne sont jamais revenus. Ce sont eux les vrais héros. Ceux qui sont morts pour que nous puissions être là aujourd'hui. » La salle a applaudi. Rokossovski s'est approché et leur a serré la main. La modestie est la gloire d'un héros, camarade Grachev, mais ne minimisez pas votre contribution. Vos mines ont sauvé la vie de centaines de soldats soviétiques et détruit des centaines de chars allemands. C'est un fait. Après Koursk, Grachev retourna dans son village et ne participa plus jamais à des événements officiels. Il refusa les interviews, évita les défilés et n'appréciait guère qu'on parle de lui dans les journaux. « Pourquoi tout ce tapage ?» dit-il à Maria. « J'ai fait ce que j'ai pu. La guerre est finie. Passons à autre chose. » Il travailla jusqu'à 72 ans, puis prit sa retraite. Mais il ne cessa jamais de réparer du matériel. Ses voisins lui apportaient des moteurs, des pompes et des générateurs en panne. Grachev les réparait gratuitement, en échange de remerciements. Son fils, Nikolai, devint ingénieur et travailla dans une usine à Orel, où il développait des machines agricoles. Sa fille, Anna, devint institutrice comme sa mère. Grachev eut 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. En 1985, pour le 40e anniversaire de la victoire, Pavel Semyonovitch fut de nouveau invité aux célébrations, cette fois à Moscou, au Kremlin. Il s'y rendit à la demande de ses enfants. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev lui a remis en personne
l'ordre de la guerre patriotique de première classe, la plus haute distinction patriotique. Il lui a serré la main et a prononcé quelques mots chaleureux. Grachev avait déjà 70 ans. Debout dans la salle, entouré de généraux et de maréchaux, il se sentait déplacé. Ce n'était pas son monde, c'était le village, les tracteurs, la terre. Mais il comprenait pourquoi c'était important. Non pas pour lui, mais pour ceux qui viendraient après, pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils connaissent le prix de la victoire. Pavel Semyonovitch. Grachev est décédé en 1992 à l'âge de 76 ans. Il est enterré dans son village natal de Berezovka, près des tombes de ses parents. Sur le monument, on peut lire « Grachev Pavel Semyonovitch, 1916-1992, sapeur, participant à la Grande Guerre patriotique. » Aucune mention des mines, aucune mention de l'invention, exactement comme il le souhaitait. Mais son souvenir perdure. Dans les manuels d'histoire militaire, dans les cours d'ingénierie, dans les témoignages des anciens combattants, les méthodes qu'il a mises au point n'ont pas été utilisées uniquement pendant la Grande Guerre patriotique. Elles ont été étudiées par des ingénieurs militaires du monde entier. Le principe d'utiliser des produits chimiques ménagers comme explosifs a servi de base à de nombreux engins artisanaux, tant militaires que terroristes. Dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS, lorsque des conflits locaux ont éclaté en Tchétchénie, en Afghanistan et dans d'autres zones de tension, l'expérience de Grachev a retrouvé toute son actualité. Guérillas et rebelles ont utilisé sa méthode, nitrate d'ammonium, gazole et détonateurs artisanaux, pour créer des charges explosives puissantes contre les véhicules blindés. Voilà le côté sombre de son héritage. Ce qui fut inventé pour défendre la patrie fut utilisé à des fins terroristes. Mais Grachev n'en porte aucune responsabilité. Il ne faisait que son devoir pendant la guerre. L'utilisation de ces idées par d'autres est une autre histoire. Le point positif, c'est de se souvenir que même dans les guerres les plus terribles, l'esprit humain est capable de trouver une solution. Qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues études ou d'avoir accès aux dernières technologies pour faire une découverte importante. Parfois, il suffit d'observation, d'ingéniosité et du courage d'oser ce que d'autres jugent insensé. La bataille de Koursk fut un tournant de la guerre. Les Allemands y engagèrent leurs meilleures forces, les chars les plus modernes, des commandants expérimentés et des unités d'élite. Et ils perdirent. Il y avait de nombreuses raisons. La ténacité des soldats soviétiques, le courage des équipages de chars et des artilleurs, la sagesse du commandement, la supériorité numérique, l'aide des Alliés. Mais parmi ces raisons, il y en a aussi une petite, presque imperceptible. 14 mines artisanales fabriquées à partir de bidons de lait et d'engrais de fermes collectives enterrées sur une route de campagne par le sergent Pavel Grachev. Ils n'ont pas gagné la bataille, mais ils ont été utiles. Ils ont stoppé la percée, ils ont ralenti l'avancée, ils ont donné le temps de se préparer. Dans une grande guerre, chaque petite victoire contribue au résultat final. Chaque soldat qui accomplit bien son devoir rapproche la fin. Grachev était l'un de ces millions de soldats, ni le plus célèbre, ni le plus décoré, mais l'un de ceux qui réfléchissaient avec intelligence, agissaient avec détermination et faisaient plus que ce qu'on attendait d'eux. C'est là que réside le véritable héroïsme. Non pas dans les exploits spectaculaires, mais dans un travail discret et persévérant. Dans la volonté de prendre des risques pour résoudre un problème. Dans la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'histoire de Pavel Grachev nous rappelle que l'ingénierie sauve des vies. La simplicité est souvent plus efficace que la complexité. Et parfois, les découvertes les plus importantes ne sont pas faites par des universitaires dans des laboratoires, mais par des gens ordinaires sur le champ de bataille, qui veulent simplement survivre et aider leurs camarades à survivre.
9 Ferdinand détruits en une seule nuit par des bidons de lait remplis d'engrais. Une histoire qui pourrait passer pour une plaisanterie. Pourtant, c'est la réalité de la guerre. La vérité, c'est que l'ingéniosité l'emporte sur la force. Que l'intelligence est plus importante que les armes. Qu'une seule personne, avec une bonne idée, peut changer le cours d'une bataille. Pavel Semyonovitch. Grachev était un homme de cette trempe. Modeste, travailleur, obstiné. Un conducteur de tracteur originaire d'un village près d'Orel qui avait trouvé le moyen d'arrêter les meilleurs chars du Troisième Reich. Et son histoire doit être racontée. Pour que nous nous en souvenions, pour que nous en tirions des leçons, pour que nous comprenions, la victoire n'est pas l'apanage des généraux et des armadas de chars. La victoire est aussi celle des sergents armés de pelles, de sacs de salpêtre et de la conviction que l'impossible peut être accompli. Voilà le genre de personnes qui ont gagné cette guerre. Ce sont des gens comme ça qui gagnent toutes les guerres.